Vous me l'avez demandé, eh bien je l'ai fait. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un FAQ, une foire à questions dédiée à la banque. J'ai donc sélectionné différents commentaires dans lesquels le sujet de la banque revenait et on va simplement les relire et je vais répondre au fil de l'eau aux questions que vous vous posez et il est nécessaire que j'apporte des réponses parce que vous allez voir que certaines d'entre elles peuvent paraître basiques par rapport à votre niveau, mais si vous êtes un débutant, il est nécessaire que vous ayez une réponse claire à cette question. Première personne, c'est Guillaume Lalin qui m'écrit « Bonjour, comment avoir un prêt pour un investissement locatif lorsqu'on est déjà à 33% d'endettement ?» Alors déjà, on peut être déjà à 33% d'endettement, mais on peut également aller jusqu'à 35% d'endettement. Entre nous, c'est pas avec les 2% en plus que tu vas pouvoir investir, Guillaume. Donc moi, ce que je te propose, c'est de vraiment trouver un bien immobilier qui est rentable et que tu puisses prouver par A plus B à ton banquier que cet investissement locatif-là va te permettre d'augmenter ce que l'on appelle le reste à vivre. Et si ton reste à vivre augmente, cela veut dire que c'est un investissement immobilier rentable qui va contribuer à t'enrichir. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois, sur ton compte personnel, sur ton compte courant, tu auras plus d'argent que le mois précédent uniquement grâce aux bénéfices générés par cet investissement. Donc en fait, lorsque l'on est déjà en limite d'endettement pour faire du locatif, on a impérativement obligation de faire des opérations qui sont rentables, mais il faut également savoir les prouver, les démontrer auprès de votre banquier pour qu'il puisse aller un petit peu plus loin. De cette manière, il va considérer dans le futur calcul d'endettement, eh bien, les loyers à venir et même si ceux-ci dépassent un petit peu, le banquier ne regarde pas que la règle des 33 ou 35% de taux d'endettement. Il va également regarder si votre reste à vivre derrière augmente, si il est dangereux dans votre situation de contracter un crédit immobilier parce que la banque ne veut pas vous mettre dans le rouge, parce que si elle vous met dans le rouge, c'est potentiellement qu'elle ne retrouvera pas les deniers qu'elle vous a prêtés. Donc assurez-vous que votre opération est bel et bien rentable et que vous savez l'expliquer au banquier. Deuxième question, Briggs76 m'écrit « Salut Rodolphe, je trouve ta vidéo excellente, merci beaucoup, mais pour le calcul de la rentabilité net-net, on fait comment ?» Écoute, c'est très simple. Je vous propose, si vous ne savez pas calculer la rentabilité net-net d'un investissement, vous cliquez sur le premier lien qui est situé sous la vidéo dans l'espace de téléchargement et vous allez pouvoir télécharger le calculateur des investisseurs intelligents qui va vous permettre, avec de très simples caractères, vous permettre de calculer la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité net-net. Et si vous n'êtes pas à l'aise, dans le fichier que vous allez pouvoir télécharger, vous allez avoir des liens vers des vidéos dans lesquelles il y a des simulations et qui vont vous expliquer comment le calculer. Ce n'est pas un calcul simple, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un fichier Excel des plus complets pour qu'avec de simples paramètres, vous puissiez avoir des résultats rapides et simplement. Il faut simplement bien renseigner les bons paramètres dans les bonnes cases. Ensuite, question de Romain Cani. Bonjour Rodolphe, à nouveau merci. Cependant, pour maximiser les chances de validation du crédit pour un investissement locatif, est-il plus judicieux de prétexter à la banque un achat pour sa résidence principale et acquérir en parallèle le mobilier via un crédit à la consommation? Cordialement. Alors Romain, effectivement, la technique de dire que l'on achète sa résidence principale, ça fonctionne, mais c'est vraiment à utiliser en dernier recours. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait un PTZ, un prêt à taux zéro pour acheter sa résidence principale, il faut savoir que ce qui conditionne l'obtention d'un PTZ, c'est de ne pas extraire du logement acquis des loyers. Donc déjà, ça veut dire que si tu mets en location ta résidence principale alors qu'elle a été achetée en partie avec un prêt à taux zéro, eh bien tu dois retourner voir ta banque pour dire écoutez finalement j'ai acheté ma résidence principale, je n'ai pas déménagé donc j'ai dû le mettre en location, donc le PTZ ne marche plus, donc tu vas avoir une sorte de dédommagement à rembourser ou en tout cas d'intérêt à payer sur cette partie qui était en PTZ. Donc il y a ça. Après tu as également l'option de ne rien dire, mais si tu ne dis rien, tu ne pourras faire le coup qu'une seule fois parce que tu ne vas pas aller tous les ans retourner voir ton banquier et dire écoutez monsieur le banquier, j'ai encore acheté une résidence principale, j'ai encore fait ceci, j'ai encore fait cela. Le banquier, il n'a pas envie qu'on le prenne pour un jambon et il va très facilement comprendre. C'est pour ça que pour moi, l'argument de la résidence principale fonctionne, mais il est vraiment à utiliser en dernier recours et dites-vous bien que il faut vraiment au moins que cet investissement représente votre résidence principale au moins à un moment pour au moins justifier, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes de relation avec votre banque et vous risquez simplement d'être blacklisté. Donc faites attention, c'est vraiment une technique à utiliser avec des pincettes. Ensuite, il y a une question de Catherine Pitera qui écrit « Bonsoir,
Je pensais que lorsque on était locataire, le loyer n'était pas pris en compte dans le calcul du taux d'endettement. Or, je souhaite faire un investissement locatif et mon banquier a pris en compte le montant de mon loyer car je suis locataire. Et du coup, je dépasse les 0,35%. Est-ce normal? Vous remerciant pour votre éclairage. Catherine, il n'y a pas de problème, ça dépend uniquement des banques. Il y a des banques qui vont considérer votre loyer comme une dette et d'autres banques qui vont considérer votre loyer comme une dépense courante. Mais si aujourd'hui vous avez un loyer de 800 € et pour améliorer votre taux d'endettement, vous déménagez dans un logement plus petit et que le loyer est de 500 €, forcément, vous allez économiser. Il y a des banques que je préfère qui ne considèrent pas un loyer comme une dette parce qu'une dette c'est lié à un crédit alors qu'un loyer c'est lié à un bail de location. Ça n'est pas du tout la même chose. Et puis, si vous êtes locataire et que vous achetez votre résidence principale, le banquier ne va pas considérer votre loyer puisque lorsque vous serez propriétaire de votre résidence principale, votre loyer disparaîtra. Donc, vous pouvez également utiliser une fois de plus la technique de la résidence principale, même si je ne vous le préconise pas. Mais vous pouvez tout à fait dire à votre banquier, très bien, si je suis trop endetté, soit je vais aller vivre chez un parent, chez un frère ou chez une personne de ma famille, une personne qui n'aura pas le loyer. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans une location qui sera bien moins chère pour augmenter mon taux d'endettement. Mais honnêtement, entre vous et moi, le plus simple, c'est d'aller chercher une banque qui ne va pas considérer votre loyer comme une dette, parce qu'un loyer n'est pas une dette. Donc c'est une hérésie. En fait, c'est un mauvais banquier. Si le banquier considère que votre loyer est une dette, c'est qu'il n'a pas tout à fait compris son métier. Ensuite, dernière question de Simple et Paillettes. Alors c'est une question avec une réponse. J'avais déjà répondu à cette personne que je ne connais absolument pas et qui m'a répondu juste après. Et vous allez voir que c'est très encourageant. Merci pour ces conseils. Rendez-vous dans quelques heures avec notre banque pour un premier investissement locatif. On y a déjà le crédit de la résidence principale. On a absolument tous nos produits chez eux. J'espère qu'on arrivera facilement à avoir quelque chose d'intéressant. Et donc moi, je lui écris 2 jours après son commentaire. Qu'est-ce que ça a donné pour l'interrogation? Et elle me répond juste après, emprunt de 115 000 € sur 25 ans à 110%, taux à 1,27% et 6 mois de différé. Il a fallu se battre pour le 25 ans. Qu'en penses-tu? En tout cas, c'est bon, on est parti avec eux. Maintenant, on est dans la validation des assurances. Donc, ça fait partie du circuit classique pour l'obtention d'un crédit immobilier. Mais j'ai voulu vous le mettre parce que je ne connais pas cette personne qui s'appelle Simple et Paillettes. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Mais je voulais simplement vous dire que c'est possible d'acquérir des biens immobiliers locatifs avec 25 ans. Ceux qui me disent que 25 ans, c'est plus possible, que vous êtes allé voir une banque, que pour une SCI, elle vous a dit c'est 15 ans, qu'en propre, c'est 20 ans et qu'il n'y a jamais plus de 20 ans, que ça n'existe pas. Il y a même des courtiers qui vous disent ça. Je suis désolé, ces gens-là sont mauvais. Alors, j'y vais peut-être les 2 pieds bottés dans la boue, mais franchement, vous allez voir un banquier, vous lui expliquez que vous avez nécessairement besoin d'emprunter sur la durée la plus longue possible pour dégager de l'excédent que vous allez placer sur un contrat d'assurance vie chez eux, et le banquier va comprendre que vous ne venez pas simplement emprunter de l'argent, vous venez signer avec lui une stratégie financière qui certes va passer par de l'emprunt d'argent, mais la méthodologie du remboursement sur une longue durée fait partie intégrante. Il y avait également une personne qui m'avait posé un commentaire que je n'ai pas retrouvé, qui m'a dit « Rodolphe, comment est-ce que l'on fait pour se faire financer les meubles ?» Pour se faire financer les meubles, il faut simplement expliquer au banquier que si vous faites un investissement locatif et que vous souhaitez acquérir des meubles, c'est nécessairement pour louer en meublé. Pour louer en meublé, vous allez donc bénéficier d'un avantage fiscal qui est le LMNP, régime réel. Alors, il y a également le micro-BIC, mais très souvent, c'est le LMNP, régime réel, qui est plus avantageux. Mais là, dans le LMNP, donc le loueur meublé non professionnel, le mobilier est aussi important que l'immobilier. Donc, si la banque vous prête de l'argent pour acheter de l'immobilier, mais que vous n'avez pas les ressources suffisantes pour acheter le mobilier, alors votre investissement ne peut pas fonctionner. Donc, le canapé, la table, les couverts, les lits, etc. font partie intégrante du succès de votre investissement parce que si vous louez en nu, la fiscalité va être complètement prohibitive et ça va tuer dans l'œuf votre projet. Et donc, votre banquier, vous devez simplement lui expliquer que le mobilier fait partie intégrante de la réussite de votre projet. C'est la raison pour laquelle il doit vous les financer. Chers amis, j'en ai terminé avec toutes les questions sur la banque que vous m'avez posées. J'espère que ça vous a plu, ce genre de petit format. Il y en aura plein dans les semaines à venir. En attendant, n'oubliez pas, continuez à me poser généreusement toutes vos questions sous les vidéos de la chaîne de Monsieur Rodolphe. Et puis, en attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!